L'épisode 6 de The Acolyte prend le temps de développer de nouveaux liens entre des personnages qui ne se sont jamais parlé ou pas depuis très longtemps. Il commence à laisser entrevoir des pistes menant aux mystères les plus importants de la série, mais il se heurte encore une fois au découpage imbécile de la série, totalement inadapté à son rythme de diffusion hebdomadaire. Oui, en effet, l'épisode est trop court, comme tous les épisodes de la saison au final, même si cela se fait plus ou moins ressentir selon chacun. Et oui, encore une fois, le report des révélations sur ce qui s'est réellement passé sur Brendock 16 ans auparavant devient ridicule à cause de ce découpage insensé. Cette série aurait dû être diffusée en 3 ou 4 longs épisodes, c'est une évidence. Ceci étant dit, passons à une analyse de ce qui nous est proposé sans se contenter de « on s'ennuie, c'est vide, c'est du remplissage », puisqu'une telle vidéo n'aurait aucun intérêt et qu'il est factuellement faux de dire que l'épisode est vide. La séduction du côté obscur n'a jamais eu d'application aussi littérale que dans la tension quasiment sexuelle qui monte entre Osha et Kimir. On peut penser des tas de choses de la série, et je ne reviendrai plus sur certaines polémiques, mais de mon point de vue, Manny Jacinto crève l'écran dans ce rôle énigmatique qui allie violence sans pitié et charme vénéneux qui présente le côté obscur comme celui de la liberté d'embrasser sa nature profonde. Tout l'épisode est construit sur le parallèle entre les deux nouveaux duos qui se sont formés suite à l'épisode 5. Ce qui est volontairement déroutant, c'est qu'on ressent davantage de menaces et de déséquilibre émotionnel de la part de Sol que de celle de Kimir. Il s'agit là bien évidemment du propos le plus essentiel de cet épisode qui nous montre un maître Jedi, Sol, dont l'illusion d'équilibre intérieur se craquelle, qui perd pied et commence à prendre des décisions dont on ne peut que craindre les répercussions pour lui comme pour l'ordre Jedi. Alors c'est vrai, il faut évacuer certains éléments un peu ridicules de l'épisode, à savoir le fait que Sol ne reconnaît que tardivement Mahé, ou encore que le tracker, Basil, ne cherche à aucun moment à prévenir Sol, préférant attaquer Mahé dans une scène certes amusante, mais surtout totalement dénuée de sens. Concernant l'aveuglement de Sol, on peut toutefois se raccrocher à une ligne de dialogue de Mahé qui souligne que le jugement d'une personne peut être obscurci par ce qu'elle souhaite percevoir de la réalité. Le rapport avec l'aveuglement de Sol est direct, puisque c'est la réponse de Mahé à l'interrogation de ce dernier quant à son incapacité à percevoir les intentions de Kimir lors de leur première rencontre. Concentrons-nous sur Kimir, justement, il affirme qu'il a été un Jedi il y a fort longtemps, il insiste sur ce point, et cela m'amène à me demander quel est son âge véritable, sans doute nettement plus qu'il n'y paraît. Attention, ici je vais entrer de plein pied dans les théories pour les grosses révélations de cette saison. Par ailleurs, si je pensais initialement que la planète inconnue où il a emmené Osha ressemble étrangement à Ahch-To, la planète du premier temple Jedi sur laquelle vit Luke Skywalker dans l'épisode 8, mes recherches m'ont finalement mené à une autre piste totalement fascinante. En effet, si le nom de la planète n'est pas révélé, c'est nécessairement parce qu'il permettrait à certains fans de deviner des éléments trop importants du scénario. Outre la géographie de la planète avec ses quelques îles éparpillées dans un océan, le seul indice d'importance apparaît en fin d'épisode tandis qu'Osha observe une veine de cortosis dans la grotte que Kimir a choisie comme lieu de campement. Le cortosis, c'est ce métal très spécifique permettant de dissiper l'énergie laser et de court-circuiter temporairement un sabre laser au contact, comme expliqué dans la vidéo consacrée aux épisodes 4 et 5. Ceci étant dit, on se doute bien que ce métal est extrêmement rare, précieux et recherché. Parmi les planètes susceptibles d'en contenir, et qui ont même déjà une histoire attachée à son exploitation et au côté obscur, on a notamment la planète Baldemnik. Cette planète n'existe que dans les légendes Star Wars et pas le canon officiel, et je pense que cette source est utilisée pour son introduction dans cet épisode. C'est sur cette planète que Darth Tenebrous et Darth Plagueis étaient venus miner le précieux métal. Suite à un sabotage et une explosion, je vous passe les détails, les deux sites se sont retrouvés menacés par un effondrement. Darth Plagueis en a profité pour blesser son maître et ensuite l'achever en lui rompant le cou. Tout ce que je viens de raconter relève des légendes, encore une fois, mais une partie a pu être récupérée et adaptée à loisir pour la série. Sachant qu'on a vu Kimir rompre le cou de Jord Fandar avec une grande facilité, je me demande s'il ne s'agit pas d'un clin d'œil volontaire. Alors est-ce que cela signifie que Kimir est Darth Plagueis? Je n'en sais rien, mais pour rappel, si Darth Plagueis existe dans le canon officiel, son appartenance à l'espèce des Moon n'est en revanche un point qui n'appartient qu'aux légendes en l'état actuel. Kimir est plutôt direct avec Osha, il recherche le pouvoir de deux, c'est une référence à la règle des deux des Sith bien sûr, mais aussi une façon pour lui de bien faire comprendre à Osha qu'il a connaissance des rites et des croyances des sorcières qui l'ont élevé. Sachant l'obsession de Darth Plagueis pour la dyade et la puissance qui s'en dégage,
on a encore ici un élément potentiellement intéressant qui pourrait déboucher sur un nouveau personnage avec des inspirations, ou sur Darth Plagueis lui-même si la série a eu le cran d'aller dans ce sens. Quoi qu'il en soit, on a eu la confirmation par la showrunner que des éléments issus des légendes seraient encore utilisés d'ici la fin de la saison. Lorsque Osha met le casque et fait l'expérience de cette privation sensorielle, on a évidemment une bonne grosse vibe Darth Vader avec cette respiration amplifiée par l'angoisse qu'elle ressent. Un autre élément essentiel concernant Qimir concerne sa cicatrice bien sûr, mais aussi la musique qu'on m'a mentionné en commentaire de la vidéo précédente et qui est une reprise du thème de Kylo Ren. De mon point de vue, la signification de l'usage de ce thème musical est directement associée à la cicatrice et aux visions de force. Je m'explique. Premier point, Venestra Rau, la maître Jedi Myryalan, fait la démonstration de son fouet laser dans cet épisode. Elle le fait en découvrant le carnage qu'elle semble attribuer à quelque chose qui serait en mesure de faire pencher la balance de la force. Beaucoup ont fait le lien entre la forme des cicatrices et l'arme de Venestra Rau, sachant qu'elle a eu une longue vie, il n'est pas totalement impossible que Qimir ait pu être son padawan. Si je parlais de vision de la force, c'est parce que Venestra fait partie des rares Jedi qui en font l'expérience, des visions qui peuvent lui permettre d'entrevoir d'autres lieux, d'autres époques, et notamment un futur probable. Vous savez qu'il y a d'autres visions de la force, Luke Skywalker bien sûr. C'est notamment une de ces visions qui lui montre la destruction que Ben Solo va amener sur la galaxie, ce qui provoque le réflexe tragique de Luke qui envisage un bref instant de tuer Ben pour éviter ces tragédies, et ce qui mène à la catastrophe qu'on connaît. Si le thème musical de Kylo Ren est utilisé, c'est, je pense, parce que Qimir est un padawan, ou un Jedi, peu importe, qui a connu la même expérience, mais dont le maître, ou la maîtresse peut-être, est allé jusqu'au bout du geste qui a été réprimé par Luke. Et d'autant plus que ce n'est pas un hasard si les capacités de vision de force de Venestra nous sont indirectement rappelées dans l'épisode lorsque le Jedi Mog lui dit qu'elle se sent malade en hyperespace. En réalité, ces voyages sont susceptibles de lui causer les fameuses visions de force. Du côté de Sol et de Mahé, outre l'épîtrerie de Basil et la réinitialisation de Pip, on peut surtout se concentrer sur un maître Jedi qui perd pied. On le sent rongé par le chagrin, la colère et la culpabilité. Voilà qui m'amène à une réflexion initiée par un autre commentaire sous la précédente vidéo, celui de Jérôme Derien, qui me disait que la meilleure façon de tuer un Jedi sans armes, à savoir la fameuse mission impossible qui avait été confiée à Mahé par Qimir, consiste en réalité à le faire déchoir de son credo de Jedi. Il s'agirait d'une mort symbolique, mais d'autant plus cruelle en poussant un Jedi à renier tous les principes faisant de lui un chevalier Jedi. C'est extrêmement juste, il me semble, et c'est précisément ce qui est en train d'arriver à Sol. Il porte trop de secrets et d'émotions négatives, et s'il a déjà sombré à l'appel du côté obscur lors du combat contre Qimir, il ne fait guère de doute qu'il sombrera plus loin encore d'ici la fin de cette saison. Le suspense qui demeure entier, c'est celui du déroulement exact des événements sur Brendok, de la part qui ont tenu les Jedi et éventuellement Qimir, ou encore du devenir de Sol et des deux jumelles. Est-ce Osha ou Mahé qui va devenir l'acolyte, voire l'apprenti de Qimir? Sol sombrera-t-il au point de totalement basculer du côté obscur, ou mettra-t-il par exemple fin à sa vie? Ce qui est fort possible aussi, malheureusement, c'est que cette saison, avec les 2 courts épisodes qui lui restent, n'ira pas assez loin. Seul point qui pourrait être rassurant à cet égard, la showrunner a affirmé qu'elle avait décidé de tout donner pour cette première saison sans en garder sous le coude pour une suite, même si une suite reste possible. L'épisode 7 sera celui des révélations sur Brendok et le 8 devrait voir des face-à-face potentiellement mortels entre différents personnages, notamment Venestra, Sol et Qimir. Attendons de voir si les mystères tiennent au moins une partie de leurs promesses. Si vous avez quelque chose de plus intéressant à exprimer en commentaire que c'est nul, on s'ennuie, c'est vide, remplissage, n'hésitez pas, je suis preneur. Par ailleurs, vos abonnements à la chaîne sont bienvenus, les pouces en l'air aussi, ça soutient toujours au moins un petit peu le travail. Si vous ne faites rien de tout ça, je serai obligé de vous confier au bon soin de Venestra, mais en mode maîtresse pseudo-Jedi avec son fouet, ce qui peut avoir des effets plutôt délétères, comme on l'a vu, même s'il a un dos résistant, le Qimir. Mais peut-être qu'on en saura plus dans les 2 derniers épisodes. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!